J'explique un petit peu comment j'en viens à la notion de société inclusive dont je vais vous parler. Donc, pour attraper cette question du handicap, je me suis dit, et vous le concevrez volontiers, on ne peut pas s'ériger comme ça détenteur d'une vérité théoricienne, de manière très asymétrique. Ça ne peut pas venir d'en haut. Du côté du handicap, qui est une affaire humaine, profondément humaine, qui renvoie à une expérience de vie, une expérience de naissance pour des parents, une expérience de vie particulière, eh bien, le savoir niche chez ceux qui vivent la situation. Et ce que nous avons à faire, vous et moi, c'est tenter d'aller chercher ce savoir, de l'organiser, de le conceptualiser. Donc, la première axe de mes travaux, ce que j'ai appelé une anthropologie du très proche, a consisté, comme vous l'avez dit, à travailler avec des parents pour comprendre cette expérience de vie et oui, ce traumatisme d'un rendez-vous rêvé qui se fait rendez-vous manqué, quand la vie arrive déjà blessée. Il y a des deuils impossibles à faire. J'ai travaillé avec des fratries, beaucoup de non-dits autour des fratries. On se dit, pour les frères et sœurs, ils ne vont pas en rajouter, alors même qu'une personne de la famille est déjà touchée. Donc ils apprennent à ne pas dire. Bien sûr, les personnes elles-mêmes, et puis les professionnels. Professionnels, souvent, qui se voudraient réparateurs, vous le savez, et qui ne peuvent pas réparer la machine humaine cassée, les esprits brisés. Ça ne tient pas de parler du handicap si on ne le remet pas dans un concept plus large qui l'universalise, c'est le concept de fragilité. Les fragilités humaines. Et j'ai mesurer comment on pouvait, distordre l'approche parce qu'on faisait du handicap une particularisation excessive, une particularité excessive. Je ne nie pas que une déficience sensorielle, psychique, mentale, cognitive, etc., n'est pas une particularité. Je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est qu'il y a un danger à l'hyper-particulariser. Pourquoi ? Parce qu'on finirait par penser qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ils sont résolument à part, ils sont résolument autres. On parlait du thème de la vie affective, alors du coup on a des débats qui deviennent absurdes, on se dit mais vous croyez que pour eux, ils ont envie de rencontres amoureuses ? Bien sûr, pour eux comme pour nous. Ce qui nous humanise, eux comme nous, c'est aimer, être désiré, c'est universel. Alors je me suis dit, voilà, les fragilités, le handicap, il faut le traiter, les yeux, comme une des formes des fragilités humaines qui nous affectent tous. Qui d'entre nous ne sent pas ces fragilités craquer souvent, qui des fragilités affectives, psychologiques, physiques, intellectuelles, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc nous sommes inscrits de la fragilité. La première étant que dès que l'on est, nous sommes déjà assez âgés pour mourir. C'est une fragilité incroyable. Dès que la vie advient, elle peut disparaître. Et du coup, le handicap est une forme de fragilité. Donc du coup, je me suis vraiment intéressé à une anthropologie des fragilités. Je me suis dit, mais la question des fragilités, du handicap, ça ne peut pas s'extraire d'un sol culturel qui le porte. C'est-à-dire, on a l'impression que la culture, c'est un sol dans lequel s'enracinent des femmes et des hommes, et ce sol donne sens à leurs pensées, à leurs pratiques, à leurs institutions. Elles ne sont pas absolues, elles sont relatives à ce sol. On voit bien qu'on manque d'horizon, on se dit on manque de visée. Pour prendre un parallèle, regardez, on n'a jamais autant parlé de projets dans les décennies qui nous ont précédés que lorsque on dit on est entré en crise et qu'on manquait l'horizon. C'est intéressant de voir comment des concepts se développent sur des vides. Souvenez-vous aussi des campagnes présidentielles, je crois que c'était celle de Chirac,
où on constatait de plus en plus fortement qu'on était des juxtapositions d'individualisme, et du coup, le concept de lien social s'est énormément développé. Et la fracture, c'était la notion de fracture. Et je crois que la notion de société inclusive, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, elle naît aussi dans ce désir d'une société d'avoir un autre horizon pour penser autrement la vie commune. Parce qu'on se dit, là, on est en déficit. Et je trouve que c'est très important, chaque fois, de se redire ça. On ne parle pas d'eux, on parle de nous. Parce que nous procédons d'une même humanité. Alors, ce n'est pas une morale, c'est un constat. Et lorsqu'on se met à parler des questions du handicap, qu'est-ce qu'on fait? On fait un effet grossissant, c'est un coup de loupe, c'est un coup d'amplificateur sur toutes les problématiques qui animent une vie humaine. Et quand on dit situation de handicap aussi, on ne parle pas de la même chose. Je trouve que là, il y a un piège aussi terminologique qui nous amènerait à penser que les situations sont uniformes. Pas du tout. Qu'y a-t-il, quand on dit autisme, qu'y a-t-il de commun entre un autisme très gravement déficitaire, avec des phénomènes d'automutilation, de position fétale, et puis une personne autiste qui sera en capacité, fût-elle maladroite, de communiquer, de parler, tout ça, on ne parle pas de la même chose quand on dit situation de handicap. Évidemment, c'est infiniment variable. Alors, donc, c'est donc difficile dans la culture française. Alors, vous avez abordé aussi sur ce thème la question des tensions entre liberté et sécurité, comment à la fois protéger l'autre en situation peut-être de plus grande vulnérabilité et en même temps lui laisser une liberté. Comment on peut finalement protéger et sécuriser quelqu'un. Là aussi, nous pouvons en avoir tous besoin à un moment donné de nos vies, sans aliéner, sans inféoder et sans enfermer. C'est ça. Et peut-être le métier qui est le nôtre, il est obligatoirement dans cette tension. Protéger, sécuriser, prendre soin, la notion de care, qui dépasse la notion simplement de cure, qui est de l'ordre plus thérapeutique, et sans toutefois inféoder, incarcéré, emprisonné, enfermé. Donc évidemment, c'est de l'ordre du défi. Comment, là aussi, mais vous l'avez tellement bien exprimé, c'est comment créer un dedans qui est contenant. Et donc, d'ailleurs, nous avons tous besoin, nous avons nos dedans. C'est pas simplement des institutions. Et en même temps, que ces dedans ne se referment pas à double tour et qu'ils permettent une fluidité avec l'extérieur, c'est-à-dire la communauté, la société, l'appartenance. Donc on voit là aussi, c'est de l'ordre de la tension entre le dedans, sécurisant, et le dehors, qui est plus oxygénant. La question des parents. Je pense, et vous en conviendrez, pour avoir beaucoup travaillé avec eux comme vous le faites, c'est que quand on doit avoir énormément de prudence par rapport à cette question. Vous en avez beaucoup, certainement, on n'en a jamais assez. Pourquoi? Parce qu'il nous faut constater une chose, même si on fait ce métier, que penser n'est pas vivre, et qu'il y a une sacrée différence entre les deux. Penser n'est pas ressentir. J'ai coutume de dire que les parents sont les premiers experts de ce qu'ils vivent, et ce n'est pas nous. Nous, on a une autre forme d'expertise. Je ne conteste pas, c'est la forme d'expertise du professionnel, du chercheur. Mais les parents, experts tous, en latin, ça veut dire faire l'épreuve d'eux. Faire l'épreuve d'eux. Faire l'expérience d'eux. C'est eux qui font l'épreuve. D'une naissance qui les a choqués, qui les a désemparés, de laquelle ils ne parviennent pas à faire le deuil. Alors, du coup, moi j'ai tendance à bannir, pour moi, en fait, je n'ai pas la vérité, j'ai tendance à bannir des expressions qui ne veulent rien dire, qui ne sont que des coquetteries de langage, qui n'ont pas de sens. Quand on dit les parents n'ont pas accepté, est-ce que vous et moi, on est capable d'accepter que la vie soit brisée alors même qu'elle vient d'advenir? Qui l'accepterait ça? Alors n'attendons pas des autres qu'ils le fassent. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas accepter qui convient. On apprend à vivre avec. C'est autre chose.
si ça vous est arrivé, j'espère pas, qu'on perd un être très cher autour de soi, on n'accepte pas, il est parti trop tôt. Mais par contre, on apprend à vivre avec, c'est autre chose. Et je pense que là, on demande par un mot des choses qu'on ne pourrait pas donner nous-mêmes. La vie, d'ailleurs, la blessure dans nos existences, elle s'accepte mal. Mais un peu mieux quand déjà une trajectoire s'est vécue. Mais là, au moment même où elle advient, c'est pas acceptable. Comme disait Dostoïevski, si on gagne le ciel d'après cela, je remets immédiatement mon ticket. Et il avait raison, Dostoïevski, qui était atteint d'épilepsie, et dont son enfant était également atteint. Donc, attention par rapport à la problématique parentale, nous avons vraiment à nous dire, penser ce que vivent les parents, c'est pas le vivre, et donc du coup, là, vraiment beaucoup de savoirs sont allés chercher dans leurs paroles, et du côté, par exemple, des côtés des phénomènes de protection. Parce que ça aussi, c'est très universel. Quel est le parent du monde qui ne voudrait pas que l'univers soit aussi sûr et confortable pour son enfant que l'est la chambre à coucher, si toutefois elle est sûre. Bon, mais voilà. Et vous comprenez. Et là aussi, se transporter dans l'autre, c'est admettre que plus l'enfant est fragile, plus l'envie de le protéger est grande. Il n'y a pas d'institution qui ne soit pas une construction culturelle. À un moment donné, il y a une culture pour répondre à un besoin. Alors nous, on a une construction culturelle, c'est-à-dire que nous, nos secteurs se sont bâtis comme ça. Ils se sont filiarisés d'ailleurs. En gros, je fais caricatural, mais vous en conviendrez, les enfants qui vont bien relèvent de l'école, c'est relié d'ailleurs à l'éducation nationale, et les enfants qui vont moins bien, secteur médico-social, relié à la santé. Cherchez l'erreur. Hein? Les uns procéderaient de l'éducation, les autres uniquement de la santé. Alors on voit bien que maintenant, là, notre culture a bâti ça institutionnellement. C'était peut-être pas prévu pour, mais ça s'est filiarisé. Si bien que souvent les uns ne connaissent pas les autres. Et maintenant, quel est notre défi? Et on est à un tournant culturel, c'est de marier ces deux secteurs. C'est les marier. Alors, un mariage souple, hein, parce qu'il y a des mariages enfermants, mais je veux dire, vous voyez, un mariage souple, mais en tout cas, au moins leur permettre de se rencontrer, parce que ce n'est pas les mêmes formations, ce n'est pas les mêmes philosophies de départ, il y a tout un tas de choses qui varient, et vous voyez bien avec la loi de 2005, vous voyez avec la circulaire Hérault de 2012, comment on va faire pour faire travailler les gens ensemble. Apparaît par rapport au propos deux grands défis. Le premier défi, c'est la question de la reconnaissance de la parole, des choix des personnes. C'est un grand défi dans notre culture qui a fui cette question. Et quand je dis des choix, ça veut dire aussi des choix relationnels, donc j'inclus la question de la vie relationnelle, affective. C'est un des plus grands défis. Et notre culture n'y est pas véritablement préparée, elle l'a mis sur le côté, pour des raisons diverses. Et le deuxième grand défi, c'est se dire, si on veut personnaliser, si on veut faire du sur-mesure et non plus du prêt-à-porter, eh bien, il va falloir que les secteurs travaillent ensemble. Mais permettez-moi de commencer par des mots qui, pour moi, ont beaucoup de sens. C'est ceux de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dans son livre qui s'appelait « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Rousseau qui a écrit ça au milieu du XVIIIe siècle. Et ces mots me paraissent très très intéressants, je les ai lus dernièrement, pour illustrer ce qu'on va dire. Rousseau disait ceci, « Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Vous allez voir pourquoi ça résonne particulièrement par rapport aux ce que j'appelle les fondements d'une société inclusive. Alors soyons clairs par rapport à ça, une société inclusive telle que je vous la propose ici, c'est une ambition, c'est un horizon. Il faut qu'on sorte ensemble, de manière là très raisonnable, des faux débats qui consistent à dire tout ça c'est de l'utopie, c'est de l'irénisme, etc. C'est de l'idéalisme.
Alors moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans, parce que je ne vois pas pourquoi on se priverait d'horizons hautement placés sous prétexte qu'ils sont difficiles à atteindre. Alors à ce moment-là, on dit, mais pourquoi les Gréco-Romains, il y a 22 ou 24 siècles, ont parlé de démocratie, et avouez quand même qu'il y a pas mal de temps qui a passé, et on n'est toujours pas arrivé à l'horizon des démocraties. Nous, la nôtre, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas trop mal, mais si on allait du côté de la Corée, on serait un peu surpris. Mais c'est l'horizon qui est une ligne imaginaire, jamais atteinte. Elle le sert quand même, parce qu'elle donne de l'énergie d'avancer. S'il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'énergie d'avancer, et il y a de la désespérance. Et donc, il est nécessaire cet horizon. Alors, c'est un horizon, c'est une ambition commune, et donc, c'est d'ordre anthropologique, c'est vrai, c'est sûr. C'est d'ordre philosophique, c'est d'ordre éthique, c'est d'ordre sociopolitique. Alors évidemment, le terme politique, quelquefois, nous fait peur, parce qu'il est tellement mal connoté, et souvent si mal porté et si mal représenté, qu'on finit par en oublier son essence même. La politique, c'est la vie de la cité. Soi-même, on est produit d'une culture, on a tendance donc à la reproduire, et puis en même temps, le monde tel qu'il tourne fait en plus obstacle. Mais malgré cela, on peut s'accorder qu'il faut d'autres lignes d'horizon pour progresser, parce que sinon on va faire de l'immobilisme. On va faire de l'immobilisme. Alors, je procéderai, si vous voulez bien, selon 3 temps. Bon, ce matin, on ne traitera pas tout, mais on poursuivra ensemble cet après-midi. Alors, le premier temps, c'est, on parle ensemble de structures plus inclusives, etc., de sociétés plus inclusives. Finalement, dans quel contexte cette notion est-elle née? Dans quel contexte? De quel contexte procède-t-elle? Tout à l'heure, j'évoquais des concepts, le concept de projet, le concept de lien social. De quel contexte procède ce développement de la notion? Deuxième temps, quelle est la signification profonde de ce mot? Et je vous dirai pourquoi, on en discutera, pourquoi moi je n'utilise plus le mot inclusion. Pourquoi? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et enfin, troisième temps, sur quel socle mérite de s'appuyer une société que l'on voudrait ensemble plus inclusive? Sur quel socle? Premier temps, quel contexte d'émergence? Deuxième temps, quelle est la signification du mot? Et troisième temps, le socle de principe, qui nous renverra aux questions qui ont été évoquées. Il y a une diffusion de ce terme qui doit nous interroger avec un cortège de déclinaisons. Alors, ce qu'on va se dire ensemble, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est une mode, et comme toute mode, ça va disparaître assez rapidement? Est-ce que c'est, voilà, ça serait une sorte de musique du temps, inclusif, et presque un masque, une sorte de façade, pour couvrir, finalement, autre chose? Est-ce que c'est un écran de fumée? Ou, au contraire, est-ce que cette idée, cette notion, ça interroge nos conceptions professionnelles, nos pratiques, notre vie commune? Est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça? Est-ce que c'est une autre manière de considérer le handicap, expression de la fragilité humaine? Alors, maintenant, partant de là, il est né, il fleurit, il se diffuse ici et ailleurs. On le retrouve un peu partout. Alors, ce qu'il nous faut nous dire, c'est cette naissance et ce développement, cet essor, se fait dans un temps qui apparaît aussi obscur que lumineux, aussi troublé que troublant. Je vais plus employer un temps ambigu. Parce que c'est un temps qui est animé par des mouvements divergents.
Je vais donner quelques exemples. Alors on parle de société inclusive dans un temps qui prône l'égalité, vous voyez, c'est inscrit dans la devise de la République, mais qui en même temps, on ne peut pas passer au large des réalités sous prétexte que ça nous insécurise de les dire comme elles sont. Moi je prends le parti, je me dis on ne peut pas avancer dans la pensée si on est dans le politiquement correct. La pensée doit être libre. Et donc c'est un temps, c'est vrai, qui prône l'égalité, mais qui hiérarchise les vies. Nous sommes dans un temps de hiérarchisation des vies. Il faut oser le dire. Les vies sont jaugées, jugées, à partir de leur dimension compétitive, productive. Et l'on se demande si certaines valent bien le coup d'être vécues. On se le demande. Et on se demande aussi combien elles coûtent à la société. C'est un paradoxe. Égalité, mais hiérarchisation. C'est un temps ambigu aussi, parce que c'est un temps qui affirme respecter les fragilités. On en parle abondamment, mais qui en même temps les marginalise. Elle les marginalise, et quand on fait des études auprès des personnes qui souffrent de formes de vulnérabilité, elles disent, de manière assez massive, qu'elles ont l'impression d'encombrer et qu'elles se sentent de plus en plus délaissées. Alors c'est intéressant cette ambivalence-là. Hein. Vous voyez, on semble reconnaître les fragilités, mais en même temps, les plus fragiles se disent « mais est-ce que j'ai la place ?» Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, je ne sais plus dans quelqu'un d'entre vous, est-ce que j'ai ma place? Et cet ordre fantasmé, c'est celui-là qui nous joue un mauvais tour, et moi je n'aime pas du tout le mot « les différents ». Je trouve que c'est un mot, mais vraiment complètement déplacé. Oui, mais ils sont différents. Et nous aussi, nous sommes différents. Jusqu'au moment où on nous clonera, où on sera des photocopies conformes à un même modèle, on est inscrit dans la diversité. L'humanité, c'est une foule de singularités. On se demande comment on va normaliser les anormaux. On se dit, mais c'est pas ça une pensée inclusive, c'est pas ça du tout. Hein. Il ne s'agit pas de normaliser ce qu'on estime anormaux, hein, parce que c'est très violent. Il y a des gens qui ne seront jamais à la norme. Faut-il pour autant leur interdire de vivre et de grandir à leur mesure? Et c'est mal posé le problème. Il ne s'agit pas de les normaliser. Il s'agit de leur permettre de se réaliser à leur mesure. C'est tout autre chose. On va se demander aussi comment on va ranger les dérangés. Hein? Et comme disait Montesquieu, je crois, il disait, du coup, on crée des lieux où on enferme les fous pour faire croire aux autres qu'ils ne le sont pas. Ce qui les différencie, c'est que les humains, dont nous faisons partie, n'acceptent pas cela. Ils ne l'acceptent pas. Et du coup, ils fuient, ils esquivent. On n'est pas foutu de faire face à notre condition humaine. Alors on biaise. On imagine qu'il y a des gens différents. Ça, on n'est pas des leurs. Hein. Ils sont à côté. Hein. Ils n'ont pas les mêmes désirs sexuels que nous. Eux, ils ne sont que des nécessiteux. Ça nous rassure beaucoup, la conscience. Hein. Non, nous sommes les mêmes. Il faut se le redire souvent. Et du coup, on voit comment ça distord l'action. Comment ça fait penser les institutions autrement qu'il faudrait les penser. Donc, moi, je crois que la question qui se pose à nous, c'est que la question du handicap découvre ces réalités sociales. Elle les met à nu. Elle met à nu les fonctionnements, les dysfonctionnements, les exclusivités, les phénomènes d'exclusion, de marginalisation. Vous voyez, comme je dis tout à l'heure, on pourrait parler ici de révélation, de révélateur au sens photographique du terme. Au sens photographique du terme. Je pense que les gens n'ont pas peur en soi des personnes handicapées. Je crois qu'ils ont peur d'eux-mêmes. C'est tout autre chose. Quand vous voyez une personne en situation de handicap en face, hein, eh bien, c'est, comme le dit Simone Sauce, c'est un miroir brisé. On est si fragile, d'ailleurs ce qui est un signe qu'on l'est, hein, on est si fragile en soi qu'on a la trouille de voir la fragilité en face de soi. Hein. Inquiétante, étrangeté freudienne ou autre. Hein.
Voilà. Je pense que la personne n'a pas peur d'un enfant atteint de trisomie 21 ou du syndrome de Down, la question n'est pas là. Alors, il y a quelques fantasmes qui penseraient dire tiens, les personnes atteintes de trisomie 21 doivent être violentes. Enfin, ça, c'est évidemment, c'est stupide. C'est surtout la confrontation à notre condition humaine. Et puis aussi à notre manière d'avoir place dans les sociétés. Hein. D'ailleurs, on pourrait étendre ça au racisme. Moi, je pense que le racisme est moins une haine de l'autre qu'une haine de soi. Faut-il si peu s'aimer qu'on se met à détester autant les autres, hein? La question d'une société pensée comme une société inclusive, ça, c'est vraiment un changement de paradigme, de pensée, de conception de vivre ensemble dans une société humaine, et ça suppose des leviers d'action qui ne sont pas simplement des ajustements financiers de la hache ou autre, même s'ils sont importants, hein, je ne le néglige pas, mais c'est la question du fond. Et on voit comment la question du fond peut être modifiée en agissant sur des leviers fondamentaux. Moi, j'en vois quelques-uns. D'abord, si on veut changer les manières de penser la question du handicap et donc de lui apporter les réponses, il y a un levier majeur d'action sur les cultures et les sociétés, c'est l'éducation. L'éducation, on va le dire comme ça, c'est peut-être la seule œuvre utile. Deuxième levier, c'est les cultures professionnelles. Comment changer une société si on n'agit pas sur la mosaïque des cultures professionnelles qui la composent? Et ce n'est pas simplement former des spécialisés, c'est vrai du côté de l'architecture, ceux qui pensent la ville, les espaces bâtis. C'est vrai du côté de la médecine, nos médecins sont très performants, on a un bon cursus de médecine quand il s'agit de l'intervention sur le corps. Mais en même temps, souvent, les équipes néonatales sont très impréparées s'agissant de l'annonce du handicap. Quand les familles sont à terre par cet événement, comment parler, donner de l'espérance, etc. C'est vrai du côté de la justice. Il y a quelque temps, on avait vu ça avec Anne-Sara Kertudo, qui fait des études à Paris là-dessus, et il disait il y a très peu, par exemple, de gens de justice formés à ces questions. Donc agir sur la culture, c'est agir sur des leviers, et ces leviers, aujourd'hui, ne sont pas saisis, c'est plus des ajustements qui ne vont pas en profondeur. Alors cela étant, toutes les transformations culturelles sont infiniment lentes, mais si on n'amende pas la terre, on ne permettra pas l'accomplissement de ces changements. Pour résumer, je dirais que les gens continuent à avoir de l'extraordinaire là où il n'y a que de l'ordinaire. Pourquoi un enseignant est amené à dire « c'est pas mon travail, cet enfant ne devrait pas être là, c'est pas mon boulot, etc. » C'est parce qu'on ne l'a pas préparé. On ne peut pas penser que les gens sont simplement mal inspirés. C'est qu'on leur a donné un schéma professionnel qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, comment on va intégrer ça? Pas simplement dans des formations continues, mais dans des formations initiales. Du coup, ils se disent, mais j'ai un métier, ça sera ordinaire. J'aurai des enfants qui vont bien, d'autres moins bien. C'est parce que je ne travaille pas avec des briques, toutes carrées ou rectangulaires, mais je travaille avec des visages d'enfants. Et du coup, ma profession m'amène ordinairement à ces questions. Donc, je crois que la question qui se pose à nous, c'est comment on peut agir sur une culture, sur une société, pour éviter ce décalage entre des discours qui sont toujours humanistes. On ne peut pas dire les textes sont assez intéressants sur le fond, sur la philosophie qui les porte, mais en même temps, on a une difficulté de mise en acte, parce qu'il y a un déficit au niveau de l'éducation, de la formation et des savoirs. Et donc on fantasme le handicap de ne pas le connaître. S'entendre sur les mots qui ne sont pas simplement des coquetteries rhétoriques, mais qui ont un sens pour l'action. Alors, le deuxième point que je vous avais annoncé, c'est finalement quelle est la signification profonde, après l'avoir contextualisée, quelle est la signification profonde des mots. Et je vous disais pourquoi, à mes yeux, il convient davantage de privilégier l'adjectif inclusif que la forme nominale inclusion. Pourquoi ? Alors, je ne l'invente pas, je vais à l'étymologie du terme. Vous le savez, quand on dit inclusion, ça vient du latin includere, qui veut dire
mettre dedans et enfermer. Voilà ce que ça veut dire, étymologiquement. Hein. Et d'ailleurs, le mot inclusion renvoie au mot réclusion, il renvoie au mot clôture, le mot cloître lui-même en est issu, et il renvoie au mot occlusion, fermeture, enfermement. Voilà ce que ça veut dire. Je vous dis, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étymologie. Donc le mot inclusion renvoie toujours à fermeture, c'est dedans, c'est enfermé, c'est renfermé. Voilà ce que ça veut dire. Et vous comprenez bien alors que ce terme, du coup, il ne fait pas sens pour notre action. Il ne fait pas sens. Il ne fait pas sens non plus pour une société. C'est pour cela que ça a été une traduction de l'anglo-saxon, trop rapide. Hein. Et il me semble beaucoup plus intéressant d'utiliser l'adjectif et de le conjuguer selon les morceaux de la mosaïque qui nous intéressent. École inclusive, société inclusive, culture inclusive, pratiques artistiques inclusives, habitat inclusif. Pourquoi ? Parce que le terme inclusif, lui, s'oppose directement au terme exclusif. Et qu'est-ce qu'une exclusivité ? Ce qui est exclusif, c'est ce qui n'appartient qu'à quelques-uns, dont les autres sont privés ou sont exclus. Si je le traduisais simplement, une exclusivité, c'est un privilège. C'est ça. Donc une société inclusive, c'est une société qui s'élève contre toutes les formes persistantes d'exclusivité. Si vous mettez dedans et que vous soyez exilé à l'intérieur, on n'est absolument pas dans une perspective inclusive. On n'est pas là du tout. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi, on est dedans, on est invité dans un lieu, ou je ne sais où, on est dedans, mais on n'est pas là. On ne se sent pas de là. On n'y a pas notre place. Et vous le savez, pour l'avoir peut-être vécu, donc ce qui nous permet aussi de comprendre ce que peuvent vivre les personnes en situation de handicap, elles se disent, je suis là, effectivement, dedans. Je compte dans les statistiques. Par exemple, je suis dans une école, voilà. Mais finalement, je n'ai pas ma place. Je m'y sens étranger. Et souvent, un exil à l'intérieur est pire qu'un maintien ailleurs. Parce qu'on est là sans y être vraiment. Sachant que chacun, puisqu'on a beaucoup parlé du problème de la place tout à l'heure, chacun a des besoins et des désirs singuliers. Donc je crois que penser une société inclusive, ce n'est pas faire de l'inclusion. Vous voyez, une étudiante me disait, parce qu'elle avait fait un stage dans une classe, elle me disait qu'il y avait un enfant autiste, il était dedans, hein. Il était bien dans la classe. Hein. Donc dans les statistiques, on disait, il procède de l'augmentation des statistiques des enfants à l'école, mais personne ne s'occupait de lui. Elle y restait 15 jours, elle m'a dit, c'est à peine si certaines lui disaient bonjour le matin. Il était totalement exilé à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que, du coup, on n'avait pas modulé les pratiques pédagogiques, etc. Il était isolé et il était exigé. Il était un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, mis à part, marginalisé. Donc, une société est inclusive lorsqu'elle flexibilise son fonctionnement pour que chacun trouve sa place à l'intérieur de cette maison. Alors, je trouve que ce terme, exclusivité, exclusif, eh bien, c'est une grille d'analyse pour nous. Le pire, et je me parle à moi, c'est qu'on finit par ne plus s'en apercevoir. Moi, je n'avais pas vu ça. Et Simone de Beauvoir avait cette phrase, moi je trouve magnifique, le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. On s'y habitue. Voilà. On se dit, dans des institutions, il y a des privations, s'agissant de, puisqu'on en a beaucoup parlé, de la question de l'affectivité, de la vie amoureuse, mais voilà, c'est interdit, mais on s'y habitue pour eux. Pour nous, on ne s'habituerait pas, mais pour eux, oui. Moi, je pense aussi à ces deux mamans. La conversation était la suivante. Deux mamans parlaient. Et l'une disait, des petites filles du même âge à peu près, l'une était en situation de handicap, l'autre non. Alors la maman, elle parlait, et puis la maman dit, moi la mienne, l'année prochaine, elle est scolarisée en CE1, cours élémentaire scolarisée. Et l'autre disait, moi, oui, mais je suis content aussi de te le dire, moi la mienne, il sera d'inclusion scolaire. Je me disais, mais quelle absurdité, hein. Ce sont deux petites filles du même âge, hein,
qui possèdent des mêmes désirs, des mêmes projets, mais l'une est blessée dans son corps, l'autre pas. Et la maman se sentait obligée de dire « moi, ils me l'ont prise en inclusion scolaire ». Et pourquoi pas dire scolarisée? Qu'est-ce qui les différencie? Quel est le problème? Vous voyez, même dans le vocabulaire, on maintient des formes d'exclusivité. Ce serait tellement facile que ces deux mamans disent tout simplement « nos petites filles sont scolarisées toutes deux en CE1 ». C'est très simple. Il y a toujours des sortes de lignes de démarcation. Moi, j'étais un peu frappé par une expression, souvent, par une expression qui s'emploie. Vous savez, au début d'une conférence, souvent on entend ça, ça vous est arrivé peut-être. Je voudrais rappeler une chose, disent les orateurs. On va parler des personnes handicapées, mais ce sont des personnes comme les autres. Et ils ajoutent après, ce sont des citoyens comme les autres. Les amis, rien que de le dire, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe, quelque chose qui dysfonctionne dans nos esprits. Imaginez que je sois arrivé ici ce matin avec M. Martin, et je vous ai dit, je suis content d'être avec vous parce que vous êtes des personnes et des citoyens comme les autres. Vous m'avez dit, mais quelle est la prétention? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Comme si l'on doutait d'une pleine humanité. Une société, on a besoin de se le rappeler ensemble, ce n'est pas un club. C'est pas ça du tout. C'est pas un club dont certains membres, sous prétexte qu'ils sont à peu près normaux, encore faudrait-il les voir de près, peuvent s'accaparer l'héritage à leur profit pour en jouir de manière exclusive. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Malheureusement, ça fonctionne souvent comme ça. Une société n'est pas non plus davantage un cercle qui serait réservé à quelques-uns et qui formulerait implicitement ou explicitement à d'autres, tu aurais les mêmes droits que nous si tu étais comme nous. Ça ne peut pas fonctionner non plus comme cela. On n'est pas du tout dans une logique inclusive. Deux choses fausses pour penser une société inclusive, c'est d'abord, ce n'est pas une marge, c'est beaucoup plus central, y compris en nombre, ce qui est objectivant. Et deuxièmement, ce n'est pas une particularité, ça fait partie de l'universel. Si on ne corrige pas ces deux trucs au départ, eh bien on n'y est pas. On ne peut pas penser une société inclusive. L'idée, le mouvement inclusif appelle à remettre en cause les phénomènes de hiérarchisation des vies dans nos sociétés. Lorsque j'ai fait le petit livre dans lequel je puise mon propos, j'aurais souhaité que le sous-titre soit le titre. L'éditeur ne l'a pas voulu, mais j'aurais souhaité que ce soit le titre. Je l'ai sous-titré « Il n'y a pas de vie minuscule ». Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, souvent, notamment quand il s'agit du handicap, on a un système de stratification. Les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, on considère que sont du côté de la force, une humanité forte, et puis les autres, ce serait une humanité faible. Celles qui ne sont pas affectées de cette difficulté seraient des vies à l'endroit, et l'autre serait des vies à l'envers. Il y aurait, à partir de là, des vies qui seraient éminentes, et puis des vies qui seraient insignifiantes. Ça a traversé tout le récit des hommes, ça. De l'Antiquité jusqu'au premier pas de l'ère chrétienne, la culture des Hébreux, et puis ensuite, très largement, dans les siècles qui ont suivi la Renaissance. L'idée, c'est qu'on s'est questionné, même, sur la pleine humanité des personnes qui étaient en situation de handicap. Songez à saint Augustin, qui disait, finalement, ils ne sont pas tout à fait humains. Ils sont plus du côté de l'animalité. Jusque-là. Et songez aussi aux travaux, aujourd'hui, d'un chercheur qui s'appelle Tristan Engelhardt, qui classe l'humanité en deux catégories, les personnes et les non-personnes. Ceux qui sont atteints dans leur raison seraient des non-personnes. Et je ne sais pas si vous le constatez, souvent dans ce qu'on fait, on prêche déjà des convertis. Et les autres ne viennent pas. Je dis, mais moi je ne travaille pas dans ce secteur, je connais personne autour de moi qui est touché, je ne suis pas concerné, donc du coup, ce n'est pas ma question. Vous voyez, c'est très compliqué de faire venir à cette question-là, alors que c'est une question centrale.
C'est un défi social à relever ensemble. Moi, je ne sais pas, je vous assure, si vous avez des idées, il faut qu'on les partage, comment on va faire venir des gens sur cette question, des gens qui se disent c'est des spécialistes, c'est des gens concernés, c'est des militants, et moi, j'y touche pas. Alors évidemment, ils participent au Téléthon éventuellement une fois par an, mais c'est une manière de s'en tenir aussi à distance, parce que dans la question de l'aumône, du don, il y a aussi l'idée que j'ai fait mon travail, et puis maintenant, j'y touche plus. Et voyez le passage que nos sociétés vont faire. Je ne dis pas de marque de café, mais je pense que c'est inéluctable. C'est le passage du particularisme au droit commun. Dans des sociétés comme les sociétés nordiques, je pense à la Suède, il n'y a plus de loi particulariste. Ça n'existe plus. Il y a dans les lois de droit commun, vous voyez, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, une loi qui relève de l'éducation, il va y avoir des accommodements, des amendements, des aménagements liés à la question du handicap, mais dans la loi sur l'école. Dans les lois sur le travail, ça va être la même chose. C'est inclus dans le droit commun. C'est une pensée beaucoup plus universelle. Nos sociétés sont faites des uns et des autres. Je ne dis pas qu'il faut occulter la question du handicap, je dis qu'il faut prévoir les accommodements de la maison dans le droit commun. Moi, je le postule, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. La loi 2005 est arrivée 30 ans après la loi Veil, Simone Veil de 75. Je pense que peut-être ce sera la dernière loi particulariste. Peut-être. En tout cas, ça me paraît souhaitable. Tout ce que vous avez dit, moi j'ai mis ce mot en gros, se pose la question aussi très universelle de la reconnaissance. Moi je pense, permettez-moi cela, c'est que je pense que le cogito cartésien, je pense donc je suis, n'est pas satisfaisant. À mes yeux, on l'a sacralisé, je ne pense pas qu'on est parce qu'on pense. Hein? Je pense, pas du tout, je ne crois pas, ça ne suffit pas. Hein? Ce qui nous fait exister, c'est de compter pour quelqu'un. Je compte, donc j'existe. Je compte pour quelqu'un, donc j'existe. Je suis reconnu, donc j'existe. Si vous n'êtes reconnu par personne, vous en crevez. Et c'est vrai pour nous tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Si on ne compte pour personne, si on est aimé de personne, comment voulez-vous exister ? Qui d'entre nous pour le démentir ? Évidemment, on peut jouer les façades sociales, mais on n'est pas sincère. On a tous besoin d'être reconnus par les autres, de se dire « mais je suis utile à quelque chose ». On a parlé du regard, le regard qui se pose sur moi, c'est un regard qui me reconnaît, je compte pour quelqu'un. Bref, on est dépendant des solidarités humaines. Solidarité familiale, amicale, professionnelle. Et pour vous comme pour moi, donc pour toute personne, bien sûr, on ne parle pas là seulement des personnes en situation de handicap, on existe quand on a la possibilité de se sentir membre d'une communauté humaine. Vous voyez qu'il ne suffit pas de mettre dedans. Vous pouvez être dedans, là, quelqu'un pourrait être là, mais si personne ne s'adresse à lui, personne ne s'intéresse à lui, il a l'impression qu'il est un encombrant. Mais bien sûr qu'il est inclus. Il ne se sent pas exister. Je crois que là aussi, il y a une manière distordue de penser les choses. Il suffirait, pour des personnes du grand âge, vous êtes allés, comme moi j'ai pu le faire, dans des maisons de retraite, de répondre à leurs besoins. Alors on porte les médicaments à l'heure, on sert le petit déjeuner à l'heure, on prend la douche à l'heure, et ça leur suffit. On a répondu à leurs besoins. Ils vivent. On pourrait dire ils survivent. Plus juste serait de dire ils sous-vivent. Ça serait peut-être plus juste. Et pour des personnes en situation de handicap, c'est ce que souvent on entend, vous le disiez tout à l'heure dans les débats politiques, et comme il faut augmenter la hache, elle est à 800, 50 ou 60, bon, on va la passer. Bien sûr que c'est nécessaire, mais ça c'est nécessaire, puisqu'ils sont très largement en dessus du seuil de pauvreté. Mais quand on a donné des allocations et des soins, c'est pas pour autant qu'on a permis à une personne de se sentir exister. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Vous le savez, il n'est pas assez pour chacun d'entre nous de naître physiquement pour se sentir exister. Je vais le redire comme ça.
on peut être soigné par tous et finalement mourir de n'exister pour personne. Je reviens une autre fois là-dessus avec vous. Je ne pense pas qu'on puisse penser le handicap autrement qu'en remettant toujours dans l'ordinaire de nos vies. Même si ça paraît singulier, c'est en remettant dans l'ordinaire de nos vies qu'on peut apporter les réponses les plus intelligentes, les plus ajustées et les plus habiles. Ça ne veut pas dire qu'on se ressemble tous, mais c'est en repassant par nos propres vies, non pas de manière narcissique, mais de manière qui remet la chose dans l'universel. Alors je vais le dire comme ça, la visée inclusive s'oppose à ce que j'appelle une sorte de centrifugeuse culturelle, et ça tourne comme ça, qui rejette en périphérie tous ceux qui ne sont pas conformes à la norme. Et ça tourne comme ça, hop, et tous ceux qui ne sont pas conformes à la norme sont rejetés ici. L'idée de société inclusive, elle ne conteste pas l'existence de normes. Je l'ai dit, il n'y a pas une société humaine au monde qui n'ait pas ses propres normes. Ce qu'elle conteste, c'est des normes pensées comme des absolus. Parce qu'on ne le mesure pas, parce que vous et moi, on est pris dans un creuset culturel qui nous porte, les normes sont toujours culturellement construites. Ce qui est normal ici est anormal là-bas. Ce qui est beau ici est inesthétique là-bas. Et c'est vrai pour tout. Donc, la visée inclusive, elle va contrecarrer cet absolu de la norme, qui finalement crée de l'exclusion. Donc, la société inclusive va s'élever contre une emprise excessive de la norme. Et c'est très compliqué. Et d'autant plus dans une société qui est la nôtre, avec des institutions politiques, matérielles, symboliques, très puissamment normatives. Très puissamment normative. Et j'ajouterai sur cette question de la norme, quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est un philosophe, peut-être vous en avez entendu parler, qui s'appelle Kierkegaard. Mais avant lui, il y avait un théologien, un philosophe écossais qui s'appelait Duns Scott, qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Il disait, en fait, il n'y a pas de catégorie qui serait normée. Il y a la catégorie des handicapés, la catégorie des autistes, des troubles psychiques. Non, il n'y a pas de catégorie. Il n'y a qu'une chose de vrai, cet homme, cette femme, cet enfant. Il disait, on ne peut pas travailler en éducation si on ne voit pas le visage. On ne peut pas travailler des catégories. Et dans le champ du handicap, il y a une empreinte excessivement forte de la catégorie. On peut s'accorder aussi sur une chose, c'est que lorsqu'on advient au monde par naissance, on est inscrit dans l'inégalité. On est quelque part dans un pays confortable ou un pays de la famine. Songeons qu'il y a aujourd'hui 20 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim quelque part sur la planète. On est dans une famille qui nous booste ou une famille qui nous entrave. On est avec un potentiel du corps plus ou moins doté et un potentiel de l'esprit idem. Le moment le plus inégalitaire d'une vie, c'est la naissance. Parmi les plus inégalitaires. Il n'y en a qu'un qui est égalitaire dans une vie, c'est l'instant de la mort. Pas ce qui précède, parce qu'on souffre plus ou moins pour y parvenir. Juste l'instant de la mort. Donc on est inscrit dans l'inégalité de nature de situation. Et le handicap fait partie de ces inégalités. Il ne faut pas le dire autrement. Moi je veux bien qu'on s'abuse aussi. On n'est pas inscrit dans l'égalité, on est inscrit dans l'inégalité. C'est comme ça. Alors, l'idée d'une société inclusive, c'est de tenter de réduire ces inégalités de nature de situation. Et pour les réduire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenter de mettre en place des mesures équitables. Donner plus à ceux qui ont les besoins les plus importants. Vous croyez que c'est ce qui est fait? C'est pas ça qui est fait du tout. Vous voyez que c'est complètement à rebours. On l'a dit au départ, on va conclure avec ça. C'est à rebours souvent de ce qui se fait. On est loin de donner plus à ceux qui ont moins. On est loin de mesures équitables. Donc l'équité n'est pas l'égalité.
L'équité, on pourrait la définir comme ça, dans une société qui se veut inclusive, ça consiste à agir de manière modulée pour remédier aux inégalités de nature et de situation. Et là, on est du côté de quelque chose qui est au cœur de la loi de 2005, c'est l'idée de compensation. Agir de manière modulée pour tenter de remédier aux inégalités de nature et de situation. C'est pas faire de l'égalitarisme, hein. Ah, ça c'est l'inverse. Parce que se dire, si on fait exactement pour tous pareil, il y a tout lieu de croire qu'on va amplifier les inégalités. Parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose. C'est bien du côté de l'équité. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas, les humains, des photocopies conformes à un même modèle reproduit en millions d'exemplaires. C'est pas comme ça qu'on est. On est dans l'inégalité. Et une société inclusive travaille sur cette notion d'équité. Qu'est-ce que je peux offrir à la personne dans les domaines où vous travaillez, dans tous les domaines, du sport, du loisir, du tourisme, des activités quotidiennes, pour tenter de rétablir de l'égalité entre des gens qui connaissent l'inégalité. Alors moi je me dis, au terme de cet exposé, je me dis, c'est pas simplement changer d'attitude qu'il faut, c'est changer d'altitude. Hein? Souvent on se met à très faible altitude pour eux, parce qu'on se dit, oh, ils sont en bas. Hein. Non, c'est changer d'altitude, c'est les remettre à hauteur. C'est les remettre à hauteur. C'est cesser de dégrader les réponses, dégrader la vision qu'on a d'eux. On est à la même hauteur humaine. Il y a des gens qui se pensent très haut, mais c'est eux qui se sont installés sur un piédestal. Hein? Il n'est écrit nulle part que c'est pas parce qu'on a un problème d'ordre intellectuel, d'ordre psychique, qu'on est atteint de petitesse. Il y a des gens qui ont tout et qui manquent singulièrement de grandeur. Alors, pour conclure avec vous, je redis ceci, je me dis faire penser une dynamique inclusive, ce n'est donc pas faire de l'inclusion. C'est pas ça. C'est pas corriger a posteriori les dommages des iniquités, des catégorisations, des ostracismes. C'est pas ça du tout. C'est finalement redonner sens à la vie commune dans la maison que constitue la société. Redonner sens. Et ça, on a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors, ce qui nous trouble aussi, et ce qui nous rend très modestes, c'est de voir les grandes erreurs à travers l'histoire des hommes. On se dit, mais il y a une erreur magistrale d'interprétation. Alors moi, quand je dis ça, je me dis, mais nous, on doit en faire de considérables, des erreurs dont on s'apercevra plus tard. Je vous prends quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans Aristote, par exemple, on se projette dans l'Antiquité, c'est loin bien sûr, mais il disait les sourds sont incapables de raison. La surdité était assimilée à l'absence d'intelligence. Il disait sourd, pas d'intelligence. Il a fallu attendre, les amis, le XVIIIe siècle. Bon, il y avait eu quelques expériences de préceptorat avant, mais le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, pour voir ouvrir la première école gratuite pour les sourds à Paris. Vous avez à la rue Saint-Jacques ce qu'on appelle l'Institut, on appelait l'Institut Royal, maintenant l'Institut National des jeunes sourds. Elle est située à la rue Saint-Jacques. XVIIIe siècle, vous vous rendez compte? Une erreur a traversé tout le temps. Mise à part, hiérarchisation, privation du patrimoine, accès à la culture universelle. Vous prenez, ça c'est l'œuvre de l'abbé de l'Épée, l'Institut national des jeunes sourds. Vous prenez maintenant la cécité. La cécité, souvenez-vous, le Moyen-Âge, c'était terrible. Les aveugles étaient molestés, ils traînaient sur le bord des routes, mal tenus, et on faisait même des jouets de foire. D'ailleurs, on se les renvoyait de l'un à l'autre, comme ils ne voyaient pas, et tout le monde rigolait bien. Hein? Et puis, il a fallu ainsi attendre le XVIIIe siècle pour qu'on considère que ces gens, si on transformait le visible en tangible, ils pourraient accéder à la culture universelle. Et c'est l'école royale d'abord, et puis nationale après, ce qu'on appelle l'INJA, l'École nationale des jeunes aveugles à Paris. Combien de temps a-t-il fallu? Vous prenez maintenant des exemples plus proches de nous. On pensait que les personnes atteintes du syndrome de Down, quand on dit Down, vous savez, c'est la trisomie 21,
était appelé le mongolisme d'abord. C'est Down qui l'a cerné, ce syndrome. Comme beaucoup de syndromes, il porte le nom du découvreur. Qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait que c'était une dégénérescence de l'homme à l'état du primitif. Et on se disait, dans certaines familles, là, il y a des gens qui dégénèrent, qui sont renvoyés à l'état presque animal et sauvage. Il a fallu attendre le jeune, Turpin, pour dire, grosse erreur, c'est pas ça du tout, c'est un chromosome surnuméraire. Vous vous rendez compte? Puis on s'est dit, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas être éduqués, c'est pas possible. Et ce n'est qu'à partir, je crois, de 65 simplement, c'est pas si vieux que ça, 65, qu'on a commencé à penser qu'ils étaient justifiables d'une éducation, et du coup, eh bien, comme les sourds, qui se débilisaient parce qu'on leur proposait rien, comme les aveugles qui se débilisaient parce qu'on leur proposait rien, eh bien, les personnes trisomiques étaient dans le même cas. Les déficiences n'ont pas changé, les syndromes n'ont pas changé, mais par contre, le regard a changé. Et l'éducation a suivi. Donc on voit bien que l'affaire du handicap, dont on a traité abondamment aujourd'hui, c'est une question de défi à relever. On ne peut pas guérir le syndrome, on ne peut pas enlever ce chromosome surnuméraire, mais notre boulot à nous, moi je le conçois comme ça, sinon on ne sert à rien, il n'est pas sur le plan médical, il est sur le plan du défi à relever. Comment, avec et malgré ça, on va permettre à une personne d'exister à sa mesure et le mieux possible, y compris pour ceux qui sont le plus cruellement touchés. Sinon ça ne sert à rien tout ce qu'on fait. Ça ne sert à rien. Et je crois que paradoxalement, c'est ce qui nous donne des raisons d'espérer, moi je ne suis pas dans la naïveté ou l'idéalisme, c'est que je pense que les sociétés ne changeront pas par les démonstrations de force telles que celles auxquelles on assiste aujourd'hui. Démonstrations de force et de puissance, ça conduit à la guerre. Je pense que les sociétés, paradoxalement, vont se régénérer par la question des fragilités. J'y crois fondamentalement. C'est notre seul lien natif. On est unis parce qu'on considère qu'on est fragile ensemble. Si on se croit fort, on ne pense qu'à guerroyer. C'est ça la vraie question. Et je pense que les fragilités doivent être remises au cœur du débat social, du débat politique. Et c'est quand même, excusez-moi, c'est quand même moche que dans ceux qui pensent la vie de la cité, il n'y ait pas des réflexions qui les amènent vers ça. Et qui sont plus des relations de force, de contrainte, de démonstration, bref, vous l'avez dit tout à l'heure, de politique politicienne.